Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur le sport et la science, co-organisée par l'Institut Fourier, laboratoire de mathématiques de l'Université Grenoble-Alpes, représenté par son directeur ici, et par AMIES, qui est une structure de valorisation de la recherche mathématique auprès des entreprises et de la société. Et c'est à ce titre que nous sommes partenaires de cet événement. Alors, juste pour votre information, l'événement est capté. Et je profite de ces quelques mots pour remercier le comité d'organisation qui a œuvré pour que cette journée puisse avoir lieu. Donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amandine Aftalion, qui est directrice de recherche au CNRS, en poste à l'école des hautes études en sciences sociales. Et qui, de longue date, travaille sur, entre autres choses, la modélisation du sport, et en particulier de la course à pied. Donc elle a travaillé d'abord sur des distances courtes, le 100 mètres, le 400 mètres, puis des distances plus longues, allant jusqu'au marathon. Vous avez d'ailleurs peut-être pu lire son analyse poussée des résultats des derniers mondiaux d'athlétisme sur le 400 mètres l'été dernier. Et au-delà de ces résultats de recherche sur la modélisation et le sport, elle a publié l'été dernier un livre dont vous voyez en fait la couverture ici, Le sport expliqué en 40 questions par la science. Et c'est de ce livre qu'est tirée la conférence que nous allons avoir le plaisir d'écouter aujourd'hui. Voilà, Amandine, il n'y a plus qu'à nous faire rêver. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Donc un grand merci à l'Institut Fourier, à AMIES, parce que Jérôme, tu as oublié une chose, c'est que AMIES a quand même financé ma recherche aussi, sur le sport, sur les chevaux, c'est-à-dire on fait courir les hommes, mais on fait courir aussi les chevaux. Et donc AMIES a financé avec une start-up la recherche autour de la course des chevaux. Alors, donc, pourquoi est-on penché dans les virages? C'est le titre du livre, de l'exposition qui sera aussi dans la salle du buffet. Et je vais commencer par vous poser une question. Alors, si vous avez lu le livre, vous connaissez la réponse. Quel est le sport le plus rapide? Alors, j'étais à Rennes la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a répondu le biathlon. Et alors le biathlon, il y a une carabine qui tire à 330 mètres par seconde, mais ça dépend pas de l'athlète. Donc le sport le plus rapide, dépendant quand même de l'athlète. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Non, le cheval, ça court pas si vite que ça. Non, non, non. Oui. Non, court. Oui. Non, beaucoup plus rapide. C'est à 500 km/h le record. Allez-y. Non, la Formule 1, à ma connaissance, les voitures ne vont pas à 500 km/h en course de Formule 1. Oui. Alors, vous n'y êtes pas du tout. Hein. C'est le badminton. Le badminton, le record a été battu en février dernier à 565 km/h. Avec des sports qui vont très très vite. Les sports les plus rapides, c'est la pelote basque. Alors je sais bien qu'on n'est pas dans la bonne région. Et le golf, on en parlera un peu plus tard. Le tennis est rapide, fait partie quand même puisqu'il est sur mon transparent. Mais les balles de tennis sont plutôt à 250 km/h. Et souvent les gens répondent la balle de ping-pong parce qu'elle est légère. Mais la balle de ping-pong, on verra, a une très forte traînée et ne va qu'à 110 km/h. Alors voilà, donc le sport le plus rapide, c'est le badminton. Le président de la fédération de badminton, c'est un mathématicien et c'est lui qui m'a tenu au courant du dernier record. Alors maintenant, les athlètes les plus rapides, est-ce que vous avez une idée? Alors on est à la montagne, normalement, vous devez avoir la réponse. Oui? Les skieurs de vitesse. Oui, merci. Alors souvent, les gens me répondent les sauteurs en parachute. Et la réponse est non, c'est bien le skieur de vitesse. Les records sont autour de 250 km/h. Pour aller aussi vite en saut en parachute, il faudrait sauter de l'espace à peu près 40 000 km de la Terre, donc c'est un peu difficile, c'est compliqué. Quand on saute depuis les montagnes françaises ou même les plus hautes montagnes du monde, on est beaucoup, beaucoup plus lent qu'un skieur.
Pourquoi? Parce que le sauteur en parachute, on le voit, a une position un peu en araignée avec les bras, les jambes écartées pour tenir en équilibre. Et du coup, a une très grande surface face à l'air et donc est très fortement freiné dans sa chute. Ce qui fait qu'il va moins vite que le skieur qui, lui, sur une bonne pente, peut avoir une position très aérodynamique et atteindre des vitesses bien plus élevées. Alors, il y a aussi une autre chose importante dans le sport qui est la vitesse de réaction visuelle ou auditive. Et là, dans les sports les plus rapides, c'est le tennis ou le baseball. Les balles sont à peu près à 250 km/h et il faut une trentaine, quarantaine de millisecondes pour réagir, décider de quel côté on va partir. Alors, quelque chose que les gens savent moins, c'est que les athlètes en fauteuil sont plus rapides que les athlètes valides sur les grandes distances. Alors en fait, du 800 mètres au marathon, ils vont à peu près à la même vitesse et le record du marathon en fauteuil est à 1h17. Alors vous le savez peut-être, le record du marathon chez les valides est légèrement au-dessus de 2 heures. Donc ils sont quand même nettement plus rapides. Et il y a quelque chose de notable, c'est qu'ils courent le marathon à une vitesse moyenne plus vite que le 800 ou le 1500. Est-ce que vous avez une idée de la raison? Oui, oui. Oui, mais aller plus loin, l'inertie, pourquoi? Contre quoi? Oui. Oui, le démarrage fait que à partir du 800, du 1500, du 5000, du 10 000, le marathon, ils vont à peu près à la même vitesse, parce que c'est le démarrage qui est dur. Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent à aller plus vite sur le marathon que sur le 800 mètres? Oui. Très bien. Voilà. Les 800, 1500, 5000, 10 000 se courent en stade. Un stade, c'est tous les 100 mètres, il y a des virages. Et des virages à fauteuil, ça ralentit, alors que les marathons sont en ville. En ville, il y a moins de virages que sur les stades. Et donc, ça permet d'aller plus vite. Donc, tout ça pour vous introduire les virages, le titre de mon livre. Si on remonte chez les Grecs, en fait, il n'y avait pas de virage chez les Grecs. Chez les Grecs, le stade, stadion, ça a 3 significations. C'est à la fois l'endroit où on va assister aux courses, c'est aussi le nom de la course la plus courte, qui est un petit 200 mètres, et c'est la distance. Cette distance, c'était en fait le pied d'Héraclès. Et quand les courses étaient plus longues, eh ben, on faisait des allers-retours. Donc le virage n'existait pas, on faisait le stade et on revenait. Et pour négocier l'aller-retour, il fallait plus ou moins s'arrêter. Mais en fait, chez les Grecs, la notion de performance qui est si importante aujourd'hui n'existait pas, parce que ce qui était important, c'était ce qui s'appelait l'agone, c'était honorer les dieux, c'était être le premier. De toute façon, ils n'avaient aucun espoir de mesurer les distances, puisque je vous ai dit que la longueur, c'était le pied d'Héraclès, et le pied d'Héraclès n'avait pas la même taille à Delphes, à Sparte. Et le temps chez les Grecs, on le mesurait avec le sablier, donc c'était pas terrible pour les records. Voilà, donc les Grecs et les records, c'était pas du tout ça. Les virages, c'était pas important. C'est les Romains qui ont instauré les virages dans les courses de chars, pas pour la course. Dans les courses de chars, le virage était dur à négocier, les chars perdaient leurs roues. Et il y a une chose que les gens ont comprise, c'est que dans le virage, plus on va vite, plus c'est compliqué et plus il faut se pencher. Donc si vous faites du ski, vous avez déjà dû le remarquer, si vous faites du vélo aussi, plus on est penché, plus on va vite. Et les coureurs aussi sont penchés. Alors les coureurs vont pas très vite par rapport à un skieur ou un patineur de vitesse. Et pourtant, ils sont penchés de 10, 15 degrés suivant les stades. Tous les stades n'ont pas la même géométrie. Et non seulement ils sont penchés, mais en fait, la force qui les oblige à se pencher représente à peu près le tiers du poids. Donc pour comprendre ce que c'est, ça s'appelle la force centrifuge. Je vais vous en dire quelques mots. Si vous êtes dans un train, vous allez à Paris, tout d'un coup le train freine très fort, vous êtes projeté. Vous êtes projeté vers l'avant ou vers l'arrière ? Très bien. Pourquoi vous êtes projeté vers l'avant? Parce que votre corps a une certaine inertie. Il veut continuer à aller là où il aurait été si le train n'avait pas freiné. Et donc, vous vous retrouvez projeté vers l'avant. Quand vous prenez un virage, c'est la même chose. Votre corps a envie de continuer à aller là où il aurait été si vous n'aviez pas tourné. Donc, vous êtes projeté vers l'extérieur. Et pour tenir votre équilibre, vous penchez. Alors, ce qu'on connaît sur cette force, on connaît cette forme exacte. Elle est proportionnelle à la masse, au carré de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse fois la vitesse, et inversement proportionnelle au rayon de courbure. Alors, tous les stades n'ont pas les mêmes rayons, mais sur un stade extérieur de 400 mètres,
il se trouve que si on fait un petit calcul, on voit que la force centrifuge, ça représente à peu près le tiers du poids. Donc le tiers de la force qui vous permet d'être debout sur Terre, ce qui veut dire c'est énorme, ça ralentit beaucoup, et il faut le prendre en compte pour la performance. Alors, quelques mots de ma recherche depuis une dizaine d'années. Donc, comme l'a dit Jérôme, moi j'ai travaillé sur la performance en course à pied et sur la course des chevaux, arriver à comprendre comment optimiser son effort pour faire le meilleur temps à la fin. Donc, comme beaucoup de choses, c'est une question de choix et de contraintes, mais qui va s'appuyer sur trois principes physiques. On va vouloir modéliser le coût et le bénéfice de l'effort pour minimiser le temps final, et pour ça, on a trois grands principes. Le premier, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir en cours de physique, le principe fondamental de la dynamique, ou seconde loi de Newton, qui va vous permettre d'écrire que la variation de la vitesse, c'est égal à la somme des forces. Alors la somme des forces, ici, il y a deux grands types de forces. Il y a la force de propulsion, celle que vous créez, qui vous fait aller vers l'avant, mais dont vous ne connaissez absolument pas la formulation. Et puis, il y a les forces de frottement, qui, eux, sont plus clairement modélisables, qui sont en général proportionnels à la vitesse ou au carré de la vitesse s'il y a beaucoup de vent. Et donc la question, c'est, dans cette équation, comment varie cette force de propulsion. Donc pour ça, il faut en écrire d'autres qui vont prendre en compte, en fait, la physiologie humaine. Donc comme vous êtes un humain, vous avez deux choses essentielles qui vous permettent de courir. Il y a le cœur et le cerveau. Donc ça va nous donner les deux équations supplémentaires. Donc le cœur, il sert à quoi? Il va servir à pomper l'oxygène et à le transformer en énergie, d'accord? Plus vous avez un rythme cardiaque élevé, plus vous êtes susceptible de transformer en énergie le débit d'oxygène que vous faites entrer dans votre corps, autrement dit la VO2. Et vous allez écrire que l'énergie, elle est conservée, comme dans tout système raisonnable. Donc vous avez de l'énergie qui vient de l'oxygène, qui s'appelle l'aérobie, un réservoir infini, ça c'est super, mais qui dépend au niveau débit de votre rythme cardiaque et de votre physiologie. Et un autre réservoir, le réservoir anaérobie, c'est-à-dire celui qui ne dépend pas de l'oxygène, qui lui est un réservoir fini, qui correspond à vos réserves et qui est lié essentiellement à votre alimentation. Donc vous avez ces deux réservoirs et ils vous aident à produire une énergie ou une puissance, c'est-à-dire la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Donc on a une nouvelle équation dans laquelle on a la force, mais qui ne ferme pas le système puisque vous avez un cerveau. Et votre cerveau, il peut décider que vous ne faites aucune activité. Donc on voit bien qu'il y a quand même un contrôle par le cerveau de savoir qu'est-ce que je vais décider de faire. Et est-ce que est-ce que je suis motivé pour aller courir ou est-ce que je ne suis pas motivé? Donc ça, c'est une troisième équation qui s'appelle l'équation de contrôle moteur, donc qui va relier les variations de force à l'influx nerveux que vous allez produire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été écrit relativement récemment par des chercheurs à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour des patients qui étaient traités sous dopamine, donc des patients qui n'étaient pas des champions, pour comprendre en fait la façon dont varie une force, donc pas forcément une force de propulsion quand on va courir, tout type de force, liée au fait que vous avez un muscle et que le muscle va se contracter, et cette contraction est déterminée par votre volonté et le cerveau. Et donc il y a quelque chose qui s'appelle le contrôle moteur qui va dépendre de votre décision et de votre motivation. Donc il y a essentiellement deux paramètres importants dans la motivation. Il y a la capacité à fournir une force importante, donc l'intensité de la force, et il y a la capacité à partir vite, c'est-à-dire que si plus vous êtes motivé, plus vous allez être capable de vous lever rapidement et de courir au buffet. Et plus vous êtes apathique, et plus vous allez avoir un temps de réaction très long quand on va vous dire la conf est terminée et vous pouvez partir. Voilà, donc il y a, sans rigoler maintenant, il y a vraiment dans l'activité physique et dans l'effort musculaire ces deux paramètres qui entrent en jeu. Alors après, vous allez me dire, ah bah oui, mais j'ai parlé de plein de paramètres là-dedans, comment je fais pour les mesurer? Donc je ne mesure rien sur un athlète. Ce que je récupère, c'est des données de championnat. Donc on a eu deux types de données, des étudiants qui sont allés se mesurer en allant courir et des mesures qui ont été réalisées au championnat d'Europe d'athlétisme avec des GPS, ce qui a donné des données de position et de vitesse toutes les 100 millisecondes. Donc c'est extrêmement fréquent, ce sont des données très 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 précises. Et avec ces données, on va calculer
en fait l'optimum proposé par notre modèle et le mesurer pour chaque type de paramètre au résultat des données. Et c'est comme ça avec donc un calcul numérique qui va aller chercher la solution en fait la plus proche des données expérimentales et qui va du coup calculer tous les paramètres physiologiques. Donc ça paraît un peu magique, ça marche. Et après, on peut comprendre des choses. Alors souvent, ce qu'on a compris, c'est des choses que les athlètes connaissaient déjà. On n'a pas on n'a pas changé la manière de courir. Par contre, ce qu'on explique, c'est pourquoi c'est comme ça. Donc comment on court le 100 mètres? Les athlètes ne passent pas la ligne d'arrivée en accélérant mais en décélérant. On le voit bien sur les temps de passage ici. Donc les premiers 10 mètres, il met 1,87 secondes. Ensuite 1,02, ça diminue. 0,93, ça diminue. 0,88, ça diminue. Donc plus il avance, moins il met de temps. Ça veut dire plus il va vite. 60 mètres, 0,85 secondes. Et puis à partir de 60 mètres, le temps pour parcourir 10 mètres réaugmente. Si le temps réaugmente, ça veut dire que la vitesse qui est la distance sur le temps diminue. Donc l'athlète n'est plus en accélération sur les 30-40 derniers mètres, il décélère. Alors ça, c'est Blake. Usain Bolt, c'est pareil, sauf que Usain Bolt tient jusqu'à 70 mètres au lieu de tenir jusqu'à 60 mètres. Tous les athlètes qui courent un sprint du 100 mètres au 400 mètres passent la ligne d'arrivée en décélérant et même sur un 400 mètres, ne vont accélérer que sur les premiers 60-70 mètres. Alors pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de courir. Donc la meilleure façon de courir, et ça on le montre et c'est un théorème, c'est de partir à fond pour accélérer le plus possible tout de suite. Et cette accélération, on ne peut pas la tenir pendant toute la distance. Donc les athlètes ont une force en fait qui décroît. Et c'est la meilleure stratégie de course, avoir une force décroissante. Les calculs montrent que partir moins vite et accélérer au long de la course serait moins rentable. Alors parfois, j'ai des questions, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez en première, donc vous serez en terminale l'an prochain. Vous avez quelque chose qui s'appelle le grand oral. Donc souvent, il y a des élèves qui m'écrivent en disant « Madame, j'arrive pas à me faire vos calculs au niveau terminal grand oral. » Non, c'est pas possible, parce que les équations sont très compliquées. Il y a en revanche une chose qui est assez simple pour le grand oral, c'est de prendre juste l'équation de mécanique et de supposer que la force est décroissante. Donc vous pouvez la prendre linéaire décroissante ou exponentiellement décroissante, vous l'imposez. C'est en fait quelque chose qu'on prouve, nous, à partir de nos autres équations. Donc si vous mettez dans votre équation de mécanique une force que vous imposez comme linéairement décroissante ou exponentiellement décroissante sur un 100 mètres ou un 400 mètres, vous êtes capable de reproduire une course, un sprint, et surtout de le calculer explicitement parce que du coup ça s'intègre à la main, pas juste numériquement. Voilà, donc ça c'est un petit coup de pouce pour votre grand oral de l'an prochain si vous choisissez de parler de course à pied. Alors nous, ce qu'on a compris, c'est récemment deux choses sur le 400 mètres et le 1500. Donc Femke Bol, c'est la championne du 400 mètres. Souvent les commentateurs disent qu'elle passe la ligne d'arrivée en accélérant, enfin en semant ses adversaires. Alors elle sème ses adversaires pas parce qu'elle accélère, mais parce qu'elle décélère moins que les autres. Elle décélère moins fort et du coup la distance avec les autres augmente. Donc là, je vous ai mis la courbe du champion masculin du 400 mètres au championnat de Munich d'Europe 2021, Hudson Smith, un Anglais, et la gagnante chez les femmes, Femke Bol. Vous voyez qu'elle a une capacité, évidemment, elle accélère moins fort. Elle accélère, comme je vous l'avais dit, au tout début de la course. Après, l'essentiel de la course se fait en décélération. Et la force de Femke Bol, c'est de décélérer beaucoup moins que quasiment tous les autres athlètes au monde. Donc ça, ce qu'on est arrivé à comprendre grâce à nos calculs, grâce aux mathématiques, c'est quels sont les paramètres physiologiques en fait, qui influent, qui jouent, qui font que certains athlètes ont une courbe comme ça qui est très fortement décroissante et d'autres moins. C'est essentiellement un ratio entre l'énergie aérobie et anaérobie. Donc ils ont tous une capacité anaérobie très très importante. Et si la particularité de Femke Bol qui fait du 400 mètres V, c'est qu'elle a en plus une VO2 qui est très élevée, ce qui lui permet de limiter en fait la chute de vitesse. Voilà, donc c'est ça qu'apportent les mathématiques par rapport à des mesures, je dirais, des coureurs, c'est qu'on arrive à comprendre quels sont les paramètres qui jouent dans les équations. Alors, une autre question, pourquoi courir derrière un lièvre permet-il d'améliorer la performance? Donc si vous partez courir avec quelqu'un, a priori, vous allez dépenser moins d'énergie, vous allez produire un effort qui est moins important. Donc ça, toujours pareil, c'est quelque chose qui a été mesuré. Si on met un athlète, un champion à courir sur un 400 mètres, en général, on mesure que s'il court derrière quelqu'un qui lui impose la bonne vitesse, il va gagner 1 seconde sur un 400 mètres. Donc 1 seconde, c'est énorme.
Et la réponse, c'est pas un effet du vent, hein, c'est pas parce qu'il se met derrière, parce que sur un 400 il court vite, mais enfin pas vite au point d'avoir besoin de se protéger du vent. C'est un effet psychologique, le fait de ne pas avoir à réfléchir à son rythme, le fait de partir juste en suivant, c'est un peu comme s'il s'accrochait. Donc ça lui permet au niveau justement du cerveau et de l'influx nerveux à fournir, d'avoir un effort qui est moins important et donc de gagner du temps à la fin. Alors ça, on peut le mettre en équation et se dire quel est le rapport finalement entre l'effet de cette attraction quand il y a quelqu'un devant et l'effet de la force centrifuge. Alors on l'a fait pour un 200 mètres, donc la courbe noire là-haut, c'est un 200 mètres sur lequel vous mettez quelqu'un à courir tout seul. Évidemment, s'il court tout seul, le mieux c'est d'être dans le couloir le plus extérieur parce que la force centrifuge est la moins grande, le rayon est le plus grand, et donc c'est là qu'il produit le meilleur temps. Maintenant, s'il y a du monde sur les lignes d'à côté, il y a cet effet d'attraction psychologique dont je vous parlais, et on peut voir que les couloirs 4, 5, 6 sont à peu près équivalents, 3 et 7 aussi, 2 et 8, et que le plus mauvais couloir est le couloir 1, où la force centrifuge, même si c'est un athlète en couloir 1 qui va voir tout le monde, la force centrifuge est tellement importante que le temps final est vraiment plus élevé que sur les autres lignes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tirages au sort des compétitions, à l'issue des séries ou des demi-finales, on met les meilleurs coureurs sur les meilleurs couloirs, puisque les 4 meilleurs coureurs sont tirés au sort sur les couloirs 3, 4, 5, 6, les 2 suivants sur 7 et 8, et les 2 derniers sur 1 et 2, ce qui veut dire que vous avez quasiment aucune chance de voir un champion sur les lignes 1 et 2. Alors par contre, maintenant ce qu'on fait, c'est que sur les nouveaux stades qui ont 9 couloirs, les courses en couloir sont en général courues sur les lignes 2 à 9 et non plus 1 à 8, ce qui évite le désavantage colossal du couloir 1. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est pour le 1500, donc une course un peu plus longue. On a étudié Ingebrigtsen, qui est le champion du monde en titre. Ses 2 frères sont anciens champions. Son père est ancien champion du 1500. Donc, il a développé une VO2 qui était extrêmement importante dès son plus jeune âge. Et ce qu'on est arrivé à montrer, donc là, je vous ai mis une courbe de vitesse. On fait varier les paramètres. Et on voit surtout que la courbe verte ici, quand il a l'athlète qui a une cinétique de VO2 un peu plus lente, pardon, excusez-moi, j'ai dit le contraire. Quelqu'un qui a une cinétique de VO2 un peu plus rapide va pouvoir partir moins vite. C'est-à-dire que si les battements cardiaques, le rythme de la fréquence à laquelle le débit par contre, pardon, avec lequel vous transformez l'oxygène en énergie se met en route le plus rapidement, bah vous n'avez pas besoin de partir aussi vite. Et le fait de ne pas partir aussi vite fait que vous économiser de l'énergie anaérobique, vous allez pouvoir garder sur l'ensemble de la course. Donc le fait d'avoir une cinétique plus rapide fait qu'on n'est pas obligé de partir assez fort et qu'on peut après courir plus vite sans forcément accélérer autant. Et donc ça, c'est la grande, je dirais, force d'Ingebrigtsen. Et souvent, les commentateurs, en tout cas à Budapest, c'est ce qui s'est passé, ils disaient mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui le force à partir plus vite? Et il n'a pas besoin qu'on le force à partir plus vite, parce qu'en fait, il sait que lui n'a pas besoin de partir aussi fort, et après peut doubler et avoir une vitesse moyenne bien plus élevée sur l'ensemble de la course. Par contre, il n'a pas une capacité à sprinter aussi fort derrière que ceux qui vont avoir une VO2, je dirais, qui se met en route moins vite, mais qui va être peut-être plus élevée. Voilà, donc en résumé, ce qu'on est arrivé à montrer, à comprendre, c'est que pour toutes les courses du 100 mètres au 400 mètres, qui sont des courses de sprint sur lesquelles la VO2 est en augmentation, ça se court en partant à fond et les athlètes passent la ligne d'arrivée en décélérant. Le 800 mètres est une course un peu critique entre les deux. Et à partir du 1500, on est sur des phénomènes plus d'endurance, où il faut partir fort pour mettre en route la VO2. Il y a une vitesse de croisière et ça se joue avec un sprint final, une accélération. Et l'intérêt, je dirais, des mathématiques, qui ne sont pas ici du big data, mais bien des équations déterministes, c'est qu'on peut faire varier les paramètres physiologiques et comprendre quels paramètres jouent de quelle manière. Sachant que le contrôle optimal, qui est la base mathématique derrière ces calculs, n'est pas quelque chose qui va être linéaire. C'est complètement non linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous augmentez un paramètre un petit peu que toute votre courbe va augmenter un petit peu. C'est justement le principe, c'est que vous augmentez un paramètre un petit peu, mais ça va jouer sur certaines parties de la courbe et pas sur d'autres. Bon, et la bonne tactique, vous l'avez compris, c'est de partir courir ou de partir faire du sport avec quelqu'un, pas pour vous protéger de l'air forcément, mais pour économiser de l'énergie. Évidemment, le tout est de partir avec la bonne personne, parce que si vous partez courir avec quelqu'un qui va trop vite, là c'est un peu la catastrophe.
Alors, on va changer de sport. Je suis partie sur le vélo. Alors ça, c'est une question. Pourquoi le vélo tient-il mieux en équilibre quand on va vite? Donc je vous ai mis une citation d'Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je n'avais pas vu qu'il y avait la souris au milieu. Voilà, on va l'enlever. Alors en fait, si vous partez à vélo, surtout à Paris, l'idée m'est venue parce qu'il y a des vélib qui sont très lourds. Les gens, ils montent sur le vélib et on a l'impression qu'ils donnent un gros coup de guidon à gauche, un gros coup de guidon à droite. On a l'impression qu'ils vont tomber, on se demande ce qui va se passer. Et en fait, dès que les gens accélèrent sur le vélo, là, ça y est, l'équilibre vient et la chute est moins probable. Donc quand on accélère, l'équilibre semble plus facile et les mouvements du guidon diminuent. Alors en fait, il y a des petites raisons derrière. La première, c'est ce qui s'appelle, en langage très compliqué, le polygone de sustentation. Donc je vous ai mis pour ça un dessin. Si vous tournez les roues de votre vélo, vous allez augmenter la surface au sol générée par vos points d'appui. Si le vélo est droit, il a 2 points d'appui au sol. Si les pneus ne sont pas très larges, ça fait une ligne vraiment pas épaisse sur laquelle vous avez vos points d'appui au sol. Si vous tournez le guidon, là, vous pouvez créer une surface beaucoup plus grande en reliant tous les points d'appui au sol. Et donc, ça devient beaucoup plus facile de tenir en équilibre parce qu'en fait, le principe est que votre centre de gravité, c'est-à-dire le centre des masses de votre corps, et là, c'est en l'occurrence le centre de gravité de l'athlète plus son vélo, doit être au-dessus de cette surface au sol. Donc, plus votre surface au sol est grande, plus votre équilibre est facile, entre guillemets. Donc, si vous tournez le guidon d'un vélo, vous avez une zone d'équilibre qui est plus importante et on peut même arriver à tenir debout sur un vélo guidon tourné, ce qui est nettement plus dur si vous avez le guidon tout droit. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que maintenant, imaginons que vous tombiez, que votre poids vous attire d'un côté. Donc le poids exerce ce qui s'appelle un moment. Et donc la solution, c'est de tourner le vélo, de donner un coup de guidon et grâce à la force centrifuge, d'exercer ce qui s'appelle un moment opposé. Donc la force centrifuge, on a vu son expression tout à l'heure, elle est proportionnelle au carré de la vitesse et inversement proportionnelle au rayon. Donc vous voyez bien que pour créer le même moment, si vous avez une petite vitesse, il va falloir un petit rayon. Un petit rayon, ça veut dire que je tourne très serré, donc je donne un grand coup de guidon. Alors que pour une grande vitesse, vous avez un grand rayon. Un grand rayon, c'est pratiquement la ligne droite, c'est-à-dire un tout petit coup de guidon. Et d'où l'explication. Si je vais vite et si jamais mon équilibre est perdu, je n'ai besoin que d'un petit coup de guidon pour redresser mon vélo, alors que si je vais lentement, il faut que je réalise un très grand coup de guidon, pour récupérer ma direction. Donc la conclusion, c'est qu'il vaut mieux monter sur le vélo et partir très vite tout de suite, mais je pense que c'est ce que vous faites tous ici pour partir dans les montagnes. Voilà, il y a des petits éléments liés au centre de gravité. S'il est vers l'avant, ça réduit le mouvement de correction de guidon, et s'il est vers le bas, ça l'équilibre car le vélo s'incline plus lentement. Alors, un autre sport, le basket. Pourquoi les basketteurs donnent-ils l'impression d'être suspendus en l'air? Donc là, à nouveau, c'est un effet du centre de gravité. Quand vous sautez, le centre de gravité, qui est ici repéré par une croix, suit une courbe qui s'appelle une parabole. Maintenant, le centre de gravité dépend de la position du corps. Si je suis debout et que je ne bouge pas, mon centre de gravité est à peu près au niveau de mon nombril. Par contre, il est évident, si je lève mes bras, je déplace mes masses vers le haut, donc le centre de gravité va monter sur mon corps. De la même façon, si je plie mes jambes, je déplace aussi les masses vers le haut, donc j'ai un centre de gravité qui monte sur le corps. Donc si, en même temps que le centre de gravité décrit une parabole, au sommet de la parabole, l'athlète lève les bras et plie les jambes, il a le centre de gravité qui monte sur son corps, et donc il se retrouve dans une situation où sa tête, elle, va rester au même niveau. Et comme en général, ce qu'on regarde, c'est la tête, parce que là, je vous ai mis une croix pour le centre de gravité, mais dans les championnats, on ne met jamais de croix sur les athlètes sur leur centre de gravité. Donc, ce qu'on regarde, c'est la tête. Et la tête reste au même niveau pendant un certain temps, ce qui donne cette impression de suspension en l'air pour certains basketteurs et aussi pour certains danseurs, quand ils font un grand jeté, au sommet du grand jeté, s'ils lèvent les bras, de la même façon, le centre de gravité s'élève et donc on a cette impression de suspension en l'air. Alors les lancers, donc on vient de voir la parabole, s'il n'y a pas d'effet de l'air, le sauteur en longueur, en hauteur, le poids
suivent une courbe qui s'appelle une parabole, donc où la vitesse horizontale est constante et la vitesse verticale diminue. Alors les paraboles, ça se calcule très bien. L'angle qui permet la plus grande portée, c'est 45 degrés, parce qu'en fait, tous les angles complémentaires donnent la même portée. Donc 10 et 80 degrés donnent la même portée, évidemment pas dans le même temps. 25 et 65 degrés donnent la même portée, pas dans le même temps non plus. Et donc pour aller le plus loin, il faut lancer avec un angle de 45 degrés. Ça, c'est un petit calcul pas très compliqué. Évidemment, la question subsidiaire, c'est oui, mais dans beaucoup de sports de lancer, on ne lance pas à la même hauteur que la hauteur de chute. Donc par exemple, si vous réfléchissez au lancer de poids, au lancer de javelot, le projectile part à peu près à 2 mètres de haut pour atterrir par terre. Et le sauteur en longueur, pareil, il court, donc il a son centre de gravité à peu près à 1 mètre. Et quand il va atterrir par terre, il est assis par terre, donc il a son centre de gravité à quelques centimètres du sol. Donc la question est, ah oui, mais alors si la hauteur initiale n'est pas la même que la hauteur de chute, quel est le meilleur angle pour partir? Alors ça, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça se calcule, c'est pas très difficile. C'est encore au niveau terminal. Donc vous pouvez calculer, alors la formule n'est pas très belle, mais je vous dis, elle n'est pas très compliquée à dériver. Donc ça dépend, la portée, elle va dépendre de l'angle θ, de la vitesse v et de la hauteur de chute h. G, c'est 9,81, c'est la gravité. Alors en fait, la formule, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est dériver. Parce qu'en fait, un athlète, si on lui dit que voilà, quand il lance son poids à 2 mètres, si h égale 2 mètres, et si v égale la vitesse du lanceur de poids, le meilleur angle, ça va être par exemple 42 degrés. Ok, mais une fois qu'on a dit à l'athlète qu'il faut qu'il lance à 42 degrés, c'est très précis 42 degrés. Pour lancer un poids à 42 plutôt que 45, etc., comment on fait? Parce qu'on a fait un petit exercice de maths ou de physique, c'est amusant, mais concrètement, l'athlète, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'athlète, il va se poser la question, pas forcément quel est exactement l'angle idéal, mais il va se poser la question, si je varie autour de cet angle, est-ce que c'est vraiment très grave ou pas? Donc la question intéressante, c'est surtout de varier cette formule autour de l'angle θ, de la vitesse v et de la hauteur de chute. Donc si je varie tous ces paramètres de 5%, qu'est-ce qui se passe? Donc si je varie ma hauteur de chute de 5%, c'est-à-dire si je ne tends pas complètement mon bras, par exemple, ou je le tends trop, ou je ne sais quoi, je vais varier ma portée de quelques centimètres. Si je varie mon angle aussi de 5%, donc je ne suis pas exactement à 42 degrés, je vais être peut-être à 45, je varie aussi la portée de quelques centimètres. Mais par contre, si on varie la vitesse de 5%, là on varie la portée d'1,50 m. Donc vous voyez bien que c'est intéressant parce que en fait, ce n'est pas tant la formule de la portée, c'est savoir quels sont les paramètres les plus sensibles à des variations. C'est ça l'explication importante pour un sportif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille le plus, quel est le paramètre le plus important à respecter. Donc c'est la vitesse, et donc c'est pour ça que les lanceurs de poids ne sont pas les athlètes les plus grands, mais plutôt les plus musclés, parce que c'est ceux qui vont lancer le plus vite. Donc c'est bien la vitesse. Et pour tous les lancers, c'est ça qui est important. Donc un sauteur en longueur, pareil, un sauteur en hauteur, sont des athlètes qui courent très vite pour avoir une vitesse la plus importante possible. Voilà, donc la conclusion, c'est la dérivée, c'est utile. C'est pas juste quelque chose qu'on apprend à l'école pour faire des calculs, des exercices et avoir des notes. Et les effets. Alors, pour les objets de petite taille ou de faible masse, il faut prendre en compte la résistance de l'air, qui est aussi ce qu'on appelle la force de traînée. Et cette force de traînée, elle dépend beaucoup du revêtement qu'il y a sur l'objet. Donc une balle de ping-pong, qui est une balle lisse, a en fait un coefficient de traînée qui est très très important. Donc c'est pour ça que le ping-pong ne fait pas du tout partie des sports les plus rapides, parce que la balle de ping-pong est très fortement freinée par l'air. Alors la balle de golf, elle en revanche, est formée de petites alvéoles, et les tourbillons qui vont se créer autour de la balle vont en fait se mettre dans les alvéoles et réduire en fait la traînée derrière qui est formée de ces tourbillons. Et donc du coup, une balle de golf a une traînée beaucoup plus faible grâce à ces petites alvéoles. Alors après, il y a des études aussi, savoir est-ce qu'il faut que les alvéoles soient profondes, quel est l'angle idéal avec lequel on va construire l'alvéole, etc., etc. Il n'y a pas de résultat, je dirais, de théorème. Il y a plein de résultats expérimentaux de savoir quelles sont les balles, du coup, comment est-ce qu'on construit les alvéoles, comment est-ce qu'on les creuse et qu'est-ce qui va le plus loin.
Mais le fait est, c'est grâce aux alvéoles, les balles de golf vont beaucoup plus loin, et la traînée, du coup, au lieu d'être proportionnelle au carré de la vitesse, comme pour les balles de ping-pong, pour une balle de golf, la traînée est proportionnelle juste à la vitesse. Ce qui fait que la portée maximale d'une balle de golf n'est pas atteinte avec un angle de 45 degrés ou 42, mais plutôt avec un angle de 11 à 15 degrés selon les balles. Donc ça veut dire que ce sont des tirs très très rasants, avec des clubs du coup que les gens utilisent qui sont très fermés. Donc c'est ça qui permet d'aller le plus loin possible. Alors par contre, si vous utilisez un club ouvert, donc qui va vous produire un grand angle ou vous tirez au badminton, là les trajectoires sont elles très différentes. C'est ce qu'on appelle des trajectoires parachutes ou des tartaglia. Donc ça a été assez bien décrit. C'est des trajectoires qui montent de façon quasi linéaire et qui après vont tomber de façon quasi verticale dans une situation où en fait la traînée devient elle à peu près égale au poids. Donc où la balle est à vitesse constante, va tomber à vitesse constante dans une situation où le poids est égal à la traînée. Alors le vélo, avec Jérôme, je ne pouvais pas ne pas parler de vélo. La traînée, elle est aussi très importante. Donc, Jérôme, j'imagine que tu pars toujours devant, mais est-ce que tu pars avec quelqu'un derrière toi? C'est là toute la question. Parce qu'il est bien connu qu'à vélo, il faut mieux être derrière que devant, parce que là, pour le coup, il y a un effet psychologique, certes, mais à vélo, comme les coureurs vont vite, il y a aussi un effet de l'air. Donc l'air freine les cyclistes, et c'est pour ça que dans le peloton, ils se mettent les uns derrière les autres pour se protéger, et celui qui a le plus dur travail à faire, c'est le premier. Alors ce qu'on sait moins, c'est que le leader aussi, il a une force de traînée réduite s'il a quelqu'un derrière lui. Pourquoi? Parce que si c'est le dessin de tout à l'heure, si vous êtes tout seul, vous avez derrière vous l'air qui passe et qui crée des tourbillons derrière. Mais si vous avez un copain qui se met dans les tourbillons, là, juste derrière, à la bonne distance, les tourbillons sont réduits, les vagues derrière le cycliste sont réduites, et donc du coup, ça lui permet d'aller plus vite. Alors, il y a une étude qui a été faite que justement, si les athlètes partent au Tour de France avec une voiture derrière eux avec 8 ou 10 vélos, ils ne partent pas avec 8 ou 10 vélos parce qu'ils risquent de crever, ils vont avoir besoin de 8 ou 10 vélos. C'est juste parce qu'on a calculé qu'à 8 ou 10 vélos, ça diminuait la traînée de celui qui part en échappée tout seul. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'il ne faut vraiment pas partir tout seul. Et l'autre chose liée à la traînée, c'est qu'évidemment, la traînée est liée à la densité de l'air. Donc si vous êtes en altitude ou à haute température, les effets de l'air sont réduits. À Londres, en 2012, ils ont décidé de chauffer le vélodrome sur lequel il y avait les Jeux Olympiques à 28 degrés, ce qui diminue à peu près la traînée de 3%. Alors c'était très incommodant pour les spectateurs qui ne s'y attendaient pas, mais ça leur a permis d'avoir des records. Voilà, donc parce que les Anglais, ça fait très longtemps qu'ils font des calculs pour augmenter les records. Alors quelque chose que les gens connaissent bien en général, c'est si on met une balle en rotation, là aussi il y a des effets de l'air. Pourquoi? Parce que si vous faites tourner la balle sur elle-même, elle va rencontrer l'air qui vient contre. Donc j'imagine que le ballon, là, il part vers la droite. Donc il rencontre de l'air qui vient en face. Si je mets le ballon en rotation dans ce sens-là, ici, la vitesse rencontre une vitesse à l'envers. Donc la vitesse est plus petite qu'en bas, où la vitesse de l'air va dans le même sens que le sens du ballon. Alors en physique, il y a une loi qui s'appelle la loi de Bernoulli, qui sert à plein de choses. À expliquer plein de choses, pardon. Et qui dit que les endroits de faible vitesse sont des endroits de haute pression et les endroits de grande vitesse sont des endroits de faible pression. Donc j'ai dit que la vitesse était plus petite ici, donc la pression est plus grande ici que la pression ici. Si j'ai une différence de pression, c'est-à-dire si j'appuie plus fort en haut qu'en bas, ça crée une force. Et donc j'ai juste en faisant tourner ma balle, j'ai une force qui s'exerce sur le ballon qui va dans ce sens-là. Donc qui va modifier la trajectoire, on le voit sur le transparent suivant. Donc ça va modifier la trajectoire en me créant une trajectoire spirale. Alors évidemment, la suite de la spirale, on ne la voit jamais parce qu'il y a des buts. Mais il faut savoir que la trajectoire complète est une spirale dont on peut caractériser le rayon en fait, par rapport à la vitesse. Voilà. Et idem, plus vous êtes en altitude, plus il fait chaud, plus les effets de l'air sont réduits. Et donc, plus les coups francs sont difficiles à marquer avec des effets de balle brossée. Pardon. Ah, ça marche plus? Ça marche plus. Ah si. Alors, le dernier sport dont je vais vous parler, c'est la natation. Moi, c'est ce que je fais. Je nage, je ne suis pas une championne, mais j'aime bien nager sur le dos, regarder le ciel et réfléchir. Donc, il y a une grande partie du livre que j'ai écrit comme ça, en réfléchissant pendant que je nageais.
Et dans mon club de natation, il y a beaucoup de parents qui sont là quand il y a leurs enfants qui apprennent à nager, qui leur disent mais sors la tête de l'eau, sors la tête de l'eau. Alors évidemment, ils ont de façon légitime peur que leur enfant se noie. Mais en fait, les enfants ont la bonne réaction quand on nage. Il vaut mieux être sous l'eau que hors de l'eau parce que la traînée est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que si vous êtes à peu près à une épaisseur de votre corps sous l'eau, vous avez une traînée qui est énormément réduite. Et donc, quand on est un enfant et qu'on n'appuie pas très fort sur l'eau et qu'on n'avance pas très vite, c'est beaucoup plus efficace d'être à une épaisseur de son corps sous l'eau pour avancer que exactement à la surface. Alors ça, pourquoi ? La force de traînée dans l'eau, elle est formée de 3 parties. Une partie qui est la traînée de pression, liée au fait que vous avez une différence de pression entre devant vous et derrière vous. Et pour réduire cette traînée de pression, le mieux est d'avoir une position la plus hydrodynamique possible, c'est-à-dire la plus allongée. Il faut fendre l'eau de la même façon que les skieurs doivent être dans une position aérodynamique ou les cyclistes. Les nageurs, pareil, il faut essayer de fendre l'eau de façon la plus horizontale possible. Le deuxième, c'est le frottement cutané. Donc c'est pour ça que les nageurs mettent des bonnets. À une époque, mettaient des combinaisons, se rasent. Il faut arriver à réduire le plus possible le frottement de l'eau sur le corps. Et la dernière, c'est la traînée de vagues. C'est-à-dire que quand vous nagez, vous allez créer des vagues derrière vous. Et ces vagues, il faut essayer d'en limiter la puissance pour vous ralentir. Donc tout ça, c'est le frottement cutané moins, mais en tout cas la traînée de pression et la traînée de vagues sont fortement réduits si vous êtes sous l'eau plutôt que hors de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des records qui ont été battus avec des 50 mètres sous l'eau. Maintenant c'est interdit. Dans les compétitions, ils doivent ressortir de l'eau, que ce soit au départ ou à chaque virage au bout de 15 mètres. Et la bonne façon de nager sous l'eau, c'est en faisant ce qui s'appelle l'ondulation du dauphin. C'est-à-dire que le nageur pousse l'eau avec un mouvement ondulatoire et si l'ondulation est bien réussie, en fait, les tourbillons vont arriver à repousser le nageur dans son ondulation pour le repropulser. Donc c'est ça que sait faire Léon Marchand de manière exceptionnelle et qui fait que, en fait, à chaque traînée, il arrive à repartir plus loin que ses concurrents. Et donc on espère pour lui qu'il arrivera à le mettre en œuvre à Paris en juillet prochain. Et pour finir, quelques mots sur le record du 100 mètres nage libre. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a une courbe d'évolution des records ? Et donc, il y a toutes sortes de gens qui, sur toutes sortes de disciplines, disent, alors soit de façon statistique, soit de façon déterministe, essaient de prédire le prochain record du 100 mètres, le prochain record de ceci. C'est très dur parce que, en fait, quelles que soient les courbes de record que vous tracez, c'est assez difficile d'y coller des fonctions que l'on connaît dessus. Donc là, c'est le record du 100 mètres nage libre. Il y a un endroit qu'on reconnaît ici. Donc, vous voyez, c'est des endroits où il y a des chutes de records qui correspondent à des années où le record a été battu plusieurs fois. Donc, il y a une année qui est vraiment connue, qui n'est pas si loin dans le passé, qui est 2008. C'était l'année d'Alain Bernard, des combinaisons. Donc évidemment, quand les combinaisons de natation ont été introduites, des records ont été battus parce que les nageurs allaient plus vite. Et puis un jour, elles ont été interdites. Donc là, ça a été très très long, évidemment, de rebattre le record. Mais il a été battu et il a été rebattu encore cette année de quelques centièmes. Il manque le dernier point ici. Mais vous voyez bien que c'est très difficile. Donc ce qui est très difficile de prévoir, c'est quelles vont être les avancées techniques et technologiques qui vont faire que les records vont changer, que les réglementations vont changer. Donc pareil, en même temps, dans ces années-là qu'il y a eu les combinaisons, les piscines ont été passées de 2 mètres à 3 mètres de profondeur, ce qui limite les vagues. Donc en athlétisme, on passe des couloirs 2 à 9. Technologiquement, sur les javelots, sur les perches, etc., il y a toujours des améliorations technologiques. Donc ici, il y a eu, dans les années 70, ici, 75, 76, un entraîneur, Jim Cancelman, qui a mis en équation la physique de la natation. C'est un livre de 450 pages, The Physics of Swimming. Si vous aimez nager, je vous recommande d'y jeter un œil. Donc c'est quelqu'un qui a été le premier à mettre des caméras sous l'eau pour observer les nageurs et qui a compris en fait qu'il fallait nager comme un avion volé ou comme un bateau peut aller contre le vent, en utilisant à la fois la traînée et la portance. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de renouveau physique depuis les études de Jim Cancelman. Donc il a mis des caméras sous l'eau, il a observé comment faisaient les nageurs, il a observé la façon dont ils avaient la main inclinée, courbée,
etc. Et il en a écrit toute une thèse de physique et des lois de physique pour arriver à justifier et comprendre comment ça se passait. Donc ma conclusion, c'est les records, c'est des champions hors normes, qui ont en général un mental extraordinaire, qui sont dans des situations d'émulation et qui sont très difficiles à prédire et à modéliser, de la même façon que le sont les avancées technologiques ou les interdictions qui vont s'en suivre. Mais la conclusion de ce que j'espère vous aurez tiré de cet exposé, c'est qu'il faut essayer de rester curieux, observer autour de soi et utiliser les maths et la physique pour comprendre des choses qui vous paraissent parfois surprenantes. Je vous remercie. Alors, le livre est un livre grand public, n'est pas un livre de maths, donc je n'ai quasiment pas mis d'équations. Par contre, il y a à la fin les références des papiers dans lesquels vous pouvez trouver les équations ou les analyses plus poussées. Voilà. Mais c'était pour pas dissuader le monsieur tout le monde ou madame tout le monde d'ouvrir le livre. Oui ? Qu'est-ce qui m'a pas... Vous voulez dire comme sport ou comme ou pourquoi je suis allée écrire un livre? Pourquoi? Parce que donc j'ai commencé à travailler sur le sport il y a à peu près une dizaine d'années. On m'a très vite demandé de faire des confs grand public, en particulier la remise des prix des Olympiades de maths en 2017, quelque chose comme ça. La conf a été filmée. Alors il y a quelque chose de très drôle, je vais vous le raconter. C'est que il y a un proviseur d'un lycée de Grenoble, en tout cas de la région de Grenoble, qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit votre conf elle était super. Nous, à Grenoble, on n'a pas souvent des chercheurs qui viennent. Alors là, j'ai trouvé ça un peu exagéré parce qu'à l'Institut Fourier et à l'ENSIMAG, il y a quand même du monde. Donc elle n'était peut-être pas de Grenoble même, je ne sais pas exactement d'où elle était. Donc ce serait super qu'on ait plus de confs filmés comme ça pour qu'on puisse montrer à nos élèves et les ouvrir sur autre chose que les exos des bouquins de cours. Et donc je me suis dit, ok, moi je ne sais pas parler tellement d'autre chose que de sport, mais je vais essayer de convaincre mes collègues de faire des vidéos. Donc c'est comme ça qu'est parti ce projet de vidéo qui s'appelle Vidéodimat. C'est une chaîne YouTube avec des vidéos, pour la plupart de chercheurs, qui racontent des maths en lien, certes avec leur recherche, et en lien avec la société, je dirais. Et de ça est partie aussi l'idée d'un concours pour collégiens et lycéens, dont vous avez peut-être entendu parler, donc où c'est les collégiens et lycéens qui doivent faire des vidéos. Donc moi j'étais dans une dynamique comme ça de vulgarisation, d'explication, et plus le temps passait, plus on me demandait en fait de conférences sur le sport. Et puis un jour, il y a une journaliste qui a voulu écrire un article, parce qu'il y a eu un communiqué de presse du CNRS, et puis elle a écrit un article qui était très bien, et il y a son rédacteur en chef qui a corrigé l'article. Et l'article m'est revenu et ce qu'elle racontait était faux. Et je lui ai dit, c'est un peu embêtant parce que ce que vous aviez écrit dans la première version, c'était bien, c'était juste, mais la deuxième, c'est faux. Ça ne passe pas comme ça, ce que vous avez écrit. Et il me dit, oui, mais mon rédacteur en chef trouve que c'est plus clair comme ça. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Ce que je raconte, c'est pas si compliqué que ça. Si pour raconter des choses claires, il faut raconter des choses fausses, moi, j'y crois pas. Donc je vais m'y mettre moi-même. Je vais écrire des choses justes, à ma façon, pour essayer de faire comprendre aux gens les choses telles que moi je les comprends et je les vois. Voilà, donc ça c'était pour le premier chapitre qui concerne la course, et puis après j'avais décidé d'en faire un livre, donc du coup d'aller plus loin sur des choses que moi forcément je ne connaissais pas forcément bien, mais en tout cas qui m'intéressaient, et voilà, et donc ce livre est un livre de questions. Oui ? Alors, tout simplement parce qu'un jour, j'ai ouvert un livre de physiologie de l'exercice qui disait que toutes les fonctions en physiologie de l'exercice, c'était l'exponentielle, le logarithme et les fonctions puissance. Donc, j'imagine que vous avez fait un peu de maths et que vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'autres fonctions dans la vie, même si en première, en terminale, on parle beaucoup de l'exponentielle et du logarithme, il y a quand même des fonctions autres. Et donc, je me suis dit, ça, c'est parce que c'est des gens qui veulent absolument chercher des exponentielles, logarithmes ou des puissances sur les courbes qu'ils mesurent, et qui ne vont pas chercher les équations. Et donc moi, je venais du monde des équations, avec une boîte à outils de minimisation de l'énergie, et donc je me suis dit, il faut arriver à aller chercher les équations qui sont derrière ces lois
pour, au lieu d'aller coller des morceaux d'exponentielle sur les courbes physiologiques, arriver à les expliquer avec des équations. Voilà. Et ça, c'est mon dada. Même, vous voyez, je travaille beaucoup avec des physiciens sur d'autres thématiques, en particulier en physique des basses températures. Et ils aiment bien faire des mesures et essayer d'expliquer des lois de façon un peu empirique, alors que moi, j'aime bien y mettre des équations pour arriver à comprendre ce qui est derrière. Oui ? Donc là, quand vous avez une activité physique, vous avez dû vous rendre compte que votre cœur pouvait se mettre à battre beaucoup plus vite dès que vous partiez faire un exercice intense. Donc il y a une première chose qui est le débit cardiaque, qui est quelque chose qui se mesure assez facilement. Et en fait, relié au débit cardiaque, il y a le débit avec lequel vous transformez de l'oxygène en énergie. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le flux d'oxygène, c'est le débit d'énergie que je vais récupérer. D'accord ? Et donc ça, c'est en fait relié à votre fréquence cardiaque. Et ce qui est important dans la conservation de l'énergie, c'est de dire, j'ai une puissance développée par ma force de propulsion, c'est F fois V. Elle est égale à la puissance fournie de façon aérobie et de façon anaérobie. Donc la puissance aérobie, c'est relié à la VO2, c'est l'équivalent énergétique de la VO2, donc c'est l'équivalent énergétique de ce que vous produisez. Donc en général, en début de course, c'est faible, même si vous êtes échauffé, et ça va augmenter. Donc sur un 100 mètres ou un 400 mètres, la VO2, ce débit, il augmente. Et c'est à partir d'un 800 mètres que vous atteignez un pic, en fait. Et donc sur un 800 mètres, on atteint un pic et ça redescend. Et sur des courses plus longues, on atteint une valeur plateau qui reste sur un certain temps et qui après va rediminuer. D'autres questions ? Oui ? Non, il y en a d'autres. De quoi je parle ? Il faudrait que je reprenne la table des matières. Non, je ne parle pas d'aviron. Alors, ce qui se passe en aviron, c'est assez semblable à la course à pied au niveau performance. En fait, j'avais été contactée par le directeur technique de la Fédé d'aviron. Quand j'avais commencé à travailler sur la course à pied, il m'avait dit « Madame Aftalion, en aviron, il se passe la même chose. » Et j'avais dit « Parfait, donnez-moi des données et je vous fais la simulation. » Alors, il me dit « Je vais vous expliquer, il y a quelque chose. Les Néo-Zélandais, ils partent très fort et ils tiennent leur vitesse, alors que les Français, ils n'arrivent pas à partir aussi fort. Et donc, est-ce que vous avez une explication physiologique de ça, de la différence de stratégie entre les Néo-Zélandais et les Français ? Donc là, je lui avais fait des petits calculs pour lui expliquer d'où ça venait. Alors, je suis désolée parce qu'aujourd'hui, j'ai complètement oublié, c'est quelque chose qui est vieux, donc j'ai oublié la raison qui faisait que les Néo-Zélandais étaient meilleurs que les Français. Mais ça, je lui avais expliqué. Mais après, pour le détail, pour aller calculer les choses, c'était compliqué parce qu'en fait, quand vous mettez le GPS sur le bateau, ça ne se passe pas bien au niveau des transmissions avec les antennes. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas des données GPS Parce que moi, si vous voulez, je ne peux pas me permettre d'avoir des données bruitées. Parce qu'il y a des gens qui me disent c'est pas grave, le bruit, on sait l'enlever, etc. Mais moi, le bruit, c'est ça qui me donne les paramètres. C'est-à-dire il faut vraiment que j'ai des données extrêmement précises. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait des données, disons, assez précises en aviron pour pouvoir valider le modèle. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire sur des courses courtes, ça se fait vraiment, il faut partir en accélération. Et sur des courses plus longues, sur lesquelles il me parlait des Néo-Zélandais, en fait, il faut partir très fort pour atteindre cette vitesse plateau. Et toute la question, c'est est-ce qu'il faut partir très très fort ou juste très fort ? Et ça dépend effectivement du rapport aérobie-anaérobie des athlètes. Et les Néo-Zélandais peuvent se permettre de partir beaucoup plus fort que les Français de mémoire. Enfin, si vous êtes spécialiste d'aviron, vous devez le savoir, mais je pense que c'est ça. Ils ont une VO2 du coup qui est plus importante en fait. Alors après, est-ce que c'est par l'entraînement ou pas, mais de fait, ils ont une VO2 qui est plus importante et donc il leur permet de partir plus fort. Voilà. Donc ça, je ne le raconte pas dans le livre, mais voilà. D'autres questions ? Parmi les plus âgés, ils ont le droit de poser des questions aussi, hein, s'ils veulent. Non ?
Non, tout le monde a faim. On s'arrête. Ah oui. Alors, oui, des projets, j'en ai plein. Donc, en fait, une partie des projets... Donc, il y a eu un projet sur les chevaux, donc qui a très bien marché sur Chantilly, parce que Chantilly, c'est de la PSF, c'est pas du gazon. Donc, on avait des plans d'architecte. Donc, on avait une mesure de l'architecte de toute la forme des virages. Et ça a été parfait, parce que ça nous a permis de remonter à toutes les données physiologiques, ce qui était très important pour les chevaux, parce que sur les chevaux, il n'y a aucune mesure. Sachant que sur les hippodromes, c'est pas des demi-cercles, c'est des clotoïdes, sont des courbes un peu plus compliquées. Donc voilà. Alors après, on était très enthousiastes, on s'est dit on va continuer, on va à Longchamp et on y va, c'est parti. Le seul problème, c'est que Longchamp, c'est une piste, ou Cannes d'ailleurs, ou Deauville, sont des pistes des hippodromes pardon, qui sont sur gazon. Et donc dès qu'il pleut fort, qu'il y a un peu de boue, que je sais pas quoi, ils vont décaler je sais plus comment ça s'appelle, la lisse, ou enfin l'endroit où ça tourne. Et donc, il n'y a pas 2 jours où c'est exactement la même forme. Et les données GPS qu'on avait n'étaient pas assez précises pour, en fait, recréer exactement le bon rayon de courbure au bon endroit. Donc ça a été la fin de cette affaire-là. Et donc, si un jour, il y a des GPS qui permettent vraiment de mieux calculer le rayon de courbure, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça, c'est quelque chose qu'on pourra continuer. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec la Fédération internationale de l'athlétisme pour déterminer le stade optimal. Et il y a eu une nouvelle réglementation qui est sortie en novembre dernier, qui était maintenant, donc vous avez 2 types de stades, les stades extérieurs, ça ils font 400 mètres. Donc nous on a proposé de les raccourcir, mais ça leur a pas plu parce que je pense que ce serait très compliqué. Pourtant on leur a dit ça ferait gagner 7 secondes sur un 10 000 mètres, etc. etc. Mais c'était très compliqué, alors ils ont dit par contre on va faire autre chose. On va généraliser les petites pistes, les pistes de 200 mètres, qui sont normalement des pistes intérieures. Donc maintenant, on va valider les records, et c'est le cas depuis novembre dernier, sur des pistes éventuellement extérieures qui font 200 mètres, donc ce qu'ils appellent les short tracks, les pistes courtes, et qui peuvent être construites en centre-ville sur des pistes démontables. Donc par exemple, imaginons que le maire de Grenoble ait envie de faire sensation. Il va construire une piste démontable en centre-ville, organiser un meeting. Et là, les règles sur les pistes démontables ne sont pas du tout les mêmes que sur les pistes longues, c'est-à-dire qu'ils ont mis quasiment aucune contrainte. Donc, à part que la piste doit faire 200 mètres, vous pouvez faire la ligne droite quasiment de la longueur que vous voulez, le virage quasiment de la taille que vous voulez, et surtout l'angle de banking à peu près aussi ce que vous voulez. Et donc ça, on a calculé que évidemment parce que les virages sur les pistes indoor ils sont très très serrés, c'est 17 mètres, donc ça fait une force centrifuge qui est énorme. Donc si vous êtes sur un sprint, qui sont là où ils courent le plus vite, il faudrait un angle beaucoup plus important que sur les pistes actuelles. Donc et ça, aujourd'hui, c'est autorisé par la Fédération internationale d'athlétisme qui a sorti cette nouvelle réglementation des records en novembre dernier, sans aucune contrainte, je dirais, sur la forme de la piste. Donc toutes les fédérations, pays par pays, sont en train de se regarder en se disant qu'est-ce que je mets comme contrainte sur les pistes d'athlétisme, parce que je ne veux pas être responsable de blessures, parce que si vous mettez un angle très important et dessus, vous y faites courir des athlètes qui ne vont pas très vite, ou sur une course où ils vont moins vite, par exemple, si vous faites courir un 1500 avec une piste très inclinée, là, au moment de la descente, ils risquent de se blesser, donc c'est la catastrophe. Donc la Fédération française, très prudente, va sortir, pour fin juin, je crois, une réglementation très très stricte et très limitante sur les rayons, les angles, les jeux, pour être sûr qu'on ne sort pas des clous et qu'il n'y aura pas de problème. Donc toute la question, c'est est-ce que dans d'autres pays, ils vont laisser ouvert, ils vont encourager, parce que nous, évidemment, on a fait nos calculs pour la Fédération internationale d'athlétisme, donc ils ont laissé les choses libres, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on a publié aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est la grande question. Et donc maintenant, sur ces pistes indoor, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à calculer les effets à 2 coureurs. Donc ça fait partie, parce que ça, on l'avait fait que sur les pistes extérieures. Voilà, donc il y a pas mal de projets. Et évidemment, sur d'autres sports, si on arrive à avoir des données GPS de qualité, là, les données GPS, on les a eues par la Fédération internationale d'athlétisme qui était propriétaire des mesures. C'est compliqué, par exemple, j'ai demandé pour les JO, est-ce qu'on pourra avoir l'équivalent? Alors là, ils sont tous en train de se renvoyer la balle, savoir qui est propriétaire des données des JO. Et est-ce qu'on va pouvoir les avoir ou pas? Donc voilà, tout dépend un peu des données GPS qu'on arrive à avoir sur d'autres sports aussi. Oui.
Voilà, donc il y a ça. Je sais qu'en natation, c'est ce qu'ils utilisent, mais ça marche pas bien, au sens où ils n'arrivent pas à avoir une précision qui est suffisante par rapport à la précision qu'on veut pour les nageurs. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Il y a Lionel Buchaillot, qui est le directeur au CNRS de l'INSIS, je crois, qui, il y a 6 mois, m'avait dit je vais te mettre en contact avec des gens qui font du motion capture et tu vas voir, ils vont révolutionner tes problèmes. Parce qu'évidemment, on a plein de vidéos, des courses et tout ça. Donc ça, ce serait super. Mais une fois que je lui ai expliqué la précision dont j'avais besoin, j'ai plus entendu parler. Donc moi, ça m'intéresserait beaucoup. Je suis sûre que ces techniques-là sont en train de faire beaucoup de progrès. Il y a plein de gens qui disent avec l'IA en plus, mais moi, il ne faut pas me mettre trop d'IA, parce que si on met trop d'IA, ça revient à modifier les données, donc c'est plus bon. Et mes paramètres que je vais identifier vont plus être bons derrière. Donc je suis preneuse de toute information ou méthode qui fonctionne de manière précise.